Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'IA où on va tester une nouvelle IA, plus exactement un nouveau modèle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de test et donc cette fois-ci on l'avait déjà fait une fois, on avait testé Llama 3.2, et bien on va tester Llama 3.3 sur cet ordinateur en local. Llama 3.3 c'est un très gros modèle qui fait 70 milliards de paramètres il me semble, on vérifiera après, donc ça va prendre pas mal de temps, ça nécessite pas mal de puissance, il faut un ordinateur puissant, ça va prendre un certain temps à avoir une réponse avec ce modèle. Donc c'est le plus gros modèle que je peux tester je pense sur cette machine. Alors on en parlera plus en détail, mais pour l'instant je vais directement lui poser une question parce que chaque question va prendre à peu près 15 minutes. Donc j'ai ma question qui est écrite ici, je la lirai après. Ensuite je lance un PowerShell et on va lancer Llama 3.3 comme on l'avait fait la dernière fois avec Llama 3.2. Donc je vous donnerai plus de détails sur la vidéo précédente, mais d'abord je pose la question parce qu'il va falloir attendre. Llama 3.3, Oyama Run Llama 3.3, c'est ici. On lance, voilà, donc là, tiens, quelque chose d'intéressant aussi, j'ai ouvert le gestionnaire des tâches qui permet de visualiser la performance. Alors là on voit que l'ordinateur il fait déjà pas mal de choses. Alors je sais pas, je fais énormément de choses sur l'ordi et là j'ai rien préparé, enfin j'ai pas fermé de fenêtre ni rien, donc il y a énormément d'applications lancées, donc on voit qu'il y a déjà une grande partie de la mémoire qui est utilisée. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait un test juste avant cette vidéo, j'ai fait un test avec Llama 3.3 et ça a peut-être consommé toute la mémoire. Alors je sais pas pourquoi ça reste comme ça. Bon, du coup c'est peut-être pas très pertinent de vous montrer ça vu que là ça a l'air d'être très voilà, l'ordinateur a l'air d'être très occupé. Bon, peu importe. Ah ben c'est parce que je viens de le lancer en fait. C'est peut-être parce que je viens de le lancer. Si je l'arrête, bon, peut-être qu'on va pas perdre de temps avec ça, je vais quand même l'arrêter pour voir. Je l'arrête. Est-ce que ça diminue? Bon, ça n'a pas l'air de diminuer. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche. On en parlera dans une autre vidéo. Oubliez ceci. On fera des tests plus avancés. Donc, je relance le modèle. Et je tape ma question. Donc là, la question est posée. Je suis un Scrum Master dans une équipe et je souhaite animer une rétrospective sur le thème de Halloween. Je veux une rétrospective simple. Peux-tu me proposer un format simple de rétrospective ainsi que les étapes d'animation? Et là, on voit que Oyama commence à écrire. Alors, on va lancer aussi un petit chronomètre que j'ai préparé ici pour voir combien de temps ça prend. Mais on ne va pas passer notre temps à lire les lignes comme ça une par une parce que c'est assez fastidieux. Maintenant, je vais pouvoir vous introduire la vidéo. Donc avant d'introduire la vidéo quand même, donc ça c'est un use case, c'est le premier use case qu'on a testé sur la chaîne, la première question IA, et ce qu'on demande c'est pas de dessiner un template de rétrospective. Ah non, c'est pas exactement le premier, bon c'est un des premiers. Ce qu'on demande c'est pas de dessiner un template de rétrospective, c'est de proposer un format de rétrospective simple sur le thème de Halloween. Dans la toute première vidéo, le tout premier test sur l'IA qu'on a fait, je vous avais créé en live un petit template comme ici, donc vous voyez ce que j'avais fait. Donc le plus simple, hein, si on veut une rétro sur le thème d'Halloween, bah, ça peut être 3 colonnes, un zombie qui illustre les problèmes récurrents de l'équipe, un fantôme qui illustre les choses qui nous ont surpris, les imprévus qui sont arrivés dans le sprint, et un bonbon qui illustre la récompense. Je ne sais pas pourquoi le fond est noir, ça devait être transparent. Bon, ça c'est du détail, je l'ai fait en même pas 2 minutes. Donc ça peut être l'idée d'un template de rétro extrêmement simple. Alors ça ne va pas chercher bien loin, c'est pas très original, mais en gros on acceptera toutes les réponses telles que celle-ci, où on a voilà, quelques axes d'analyse sur le thème de Halloween. Alors ça c'est la question qu'on vient de poser. Donc on regarde, voilà, donc vous voyez que c'est assez lent, hein. Il y a 4 lignes qui ont été écrites, on voit les caractères apparaître les uns à la suite des autres.
Donc on reviendra régulièrement là-dessus pour voir où ça en est. Alors pourquoi je ne fais pas un enregistrement et je vous le diffuse pas en accéléré, ou pourquoi je ne vous donne pas directement les résultats? Eh bien parce que je veux vous montrer cette utilisation de l'IA sans trucage directement, et même vous pouvez aussi le faire chez vous si vous avez un ordinateur puissant. Vous avez toute la procédure qui est décrite, pas dans cette vidéo mais dans une vidéo précédente, donc j'y reviendrai plus tard. En tout cas, si vous voulez gagner du temps, alors maintenant il va falloir meubler pendant 15 minutes, donc j'ai déjà commencé à le faire, mais si vous voulez gagner du temps, la vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse, notamment à la conclusion. Donc à la conclusion, on fera un petit bilan voilà, de ces résultats. Alors, donc le programme d'ameublement, voilà, j'ai appelé ça le programme d'ameublement. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Qu'est-ce qu'on va voir maintenant qu'on a lancé Yama 3.3 sur une question? En attendant qu'il réfléchisse, eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'Oyama avec des slides améliorés? Je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente, mais là, ça va être mieux. Donc voilà. Rappel de la config de test. Donc c'est l'ordinateur sur lequel je fais ce test. Je vais rappeler le système de notation vu qu'on le rappelle à chaque fois, car à chacun des use cases, à chacun des tests qu'on fait sur l'IA, on donne une note à l'IA et on essaie de donner cette note de la même manière avec toutes les IA et toutes les use cases, donc de manière assez rigoureuse, on va dire. Bon, alors c'est toujours un peu subjectif, mais le but c'est de pouvoir comparer les IA entre elles, de savoir quelle est la meilleure pour répondre à des questions d'agilité. Donc ensuite, au-delà de ces 15 premières minutes, on posera une autre question. Donc on aura 15 autres minutes pour meubler. Donc le deuxième meuble ici, le fauteuil. Je vais vous parler de la chaîne YouTube. On va discuter un peu, présenter la chaîne. Enfin, ça sera pas une discussion, ça sera une présentation vu que c'est pas interactif. Alors on fera d'ailleurs peut-être des lives prochainement. Choix des use cases du jour. Donc pourquoi j'ai choisi ces use cases pour questionner Yama 3.3, et puis on se posera la question, est-ce pertinent de comparer Oyama et Yama 3.3 à ChatGPT? Voilà, encore une petite discussion un peu technique. Et enfin, on posera une dernière question, et là, ça sera tout. Donc, Yama 3.3, je pense qu'on le testera qu'une fois, en principe, aujourd'hui. Donc, on va faire les 3 questions dans la même vidéo. Donc, cette vidéo va être assez longue, va durer à peu près 1 heure, je pense. Bon, peut-être 45 minutes si tout se passe bien. Donc dans la dernière question, on va devoir meubler aussi pendant une quinzaine de minutes. Donc je vous parlerai des prochains tests qu'on fera sur la chaîne, les prochains LLM qu'on va tester. Il y en aura d'autres, ce n'est pas le dernier, on a déjà testé beaucoup, mais il y en aura encore d'autres. Et les prochains use cases IA qu'on va tester, donc ça va être aussi assez intéressant. Donc voici le programme. Donc maintenant, je vais regarder où on en est. Bon, on est loin d'avoir fini, donc on continue, on revient ici. Donc, qu'est-ce que Oyama? Alors, tout d'abord, je vous mettrai le lien en description. Il y a cette vidéo, l'IA en local avec Oyama. D'ailleurs, je crois que c'est la vidéo de la chaîne qui a le mieux marché. Donc, il y a eu pas mal de vues dessus. Dans cette vidéo, j'explique un peu en détail ce que c'est que Oyama et comment l'installer. Donc l'installer à partir de 0, donc vous pouvez aller la voir, ça fait office de tutoriel, et on fait les premiers tests. On fait les tests avec Yama 3.2 qui est beaucoup moins gourmand en performance que Yama 3.3, j'y reviendrai après. Donc Oyama, ce n'est pas un LLM. C'est un outil en ligne de commande qui permet d'exécuter localement un LLM. Je vais y revenir juste après. Donc là, je vous ai mis les sites. Et si vous voulez avoir l'histoire depuis le début, allez voir la vidéo suivante, si vous ne l'avez pas encore vue, bien évidemment. Alors, là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce titre, mais oui, si, bon, on va d'abord comparer ce que c'est un LLM. En fait, un LLM, c'est un réseau de neurones. Bon, c'est simplificateur de dire ça, mais c'est pas une vidéo sur l'IA en elle-même, c'est pas une vidéo technique sur l'IA. Je donne des explications pour que vous compreniez un peu le contexte, mais on va rester assez basique quand même. On fait d'énormes simplifications. Donc voilà, je salue d'ailleurs les experts de l'IA qui suivent un peu cette chaîne et qui me font parfois des remarques très pertinentes. Alors c'est vrai que c'est très vulgarisé, donc ça c'est un choix, c'est parce que c'est avant tout une chaîne sur l'agilité et on veut voir comment utiliser l'IA pour l'agilité. C'est pas une chaîne sur l'IA en soi, même si on en parle beaucoup finalement, parce que c'est un outil qui est intéressant et qu'il faut comprendre pour l'utiliser au mieux. Alors,
Un LLM, ça correspond à une sorte de réseau de neurones. Donc c'est la boîte bleue que vous avez ici. Et on peut voir ça comme un moteur. C'est le moteur d'intelligence artificielle qui va être dans un produit d'IA générative. Donc la boîte verte autour ou la boîte jaune ici, la boîte verte, moi j'appelle ça un produit d'IA générative. Voilà, c'est écrit ici. Donc les produits d'IA générative, c'est un LLM au cœur du produit et tout un tas de composants logiciels autour. Donc ça va être une IHM, ça va être ce qui permet de faire de la comparaison. Alors IHM, ça peut être un site web, interface homme-machine. Ça va être des mécanismes de gestion de contexte, donc pour gérer ce qui a été dit précédemment à l'IA ou pour lui donner des informations supplémentaires. Ça va être des mécanismes de RAG. Alors RAG, ça veut dire quoi déjà ? Ça veut dire Resource Augmented Generation, il me semble. Vous vérifierez. Donc ça, c'est tout ce qui va permettre d'adjoindre à notre IA des documents qu'on a déjà et qu'on va vouloir que l'IA exploite. Mais dans ces produits d'IA générative, on peut rajouter des tas d'autres choses. Donc LLM, ça veut dire Large Language Model, c'est pour écrire du texte. On a aussi les IA, ou plutôt les entre guillemets LLM. Alors c'est des diffusion models qui permettent de générer des images. Donc on peut avoir aussi de la génération d'images. Donc là, c'est un autre type de modèle. C'est pas un LLM, c'est un diffusion model. Bon, on peut avoir des tas de choses pour faire un produit complet. Donc ces produits complets, vous les connaissez, ça va être ChatGPT, ça va être Claude, ça va être Grok, ça va être Mistral, le Made in France, ça va être DeepSeek, ça va être j'en manque, Gemini. Donc vous avez des noms de produits comme ça qui embarquent à l'intérieur d'eux-mêmes un LLM qui est vraiment le moteur de l'IA. Et donc, si vous avez autour de ce LLM tout un tas de composants très sophistiqués, etc., eh bien, vous pouvez avoir une voiture de luxe, comme par exemple une Rolls ici, avec toutes les options. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un produit d'IA générative. Il y en a de plusieurs qualités, de même qu'il y a des moteurs aussi plus ou moins puissants. Oyama, Oyama, qu'est-ce que c'est ? C'est une surcouche qui va permettre d'exploiter un LLM. Alors surcouche, c'est une couche logicielle qui va permettre d'exploiter un LLM, mais c'est la couche logicielle vraiment la plus simple possible. Donc ça va permettre juste de faire des conversations dans un prompt, dans PowerShell, comme vous l'avez vu, mais il va y avoir très peu d'options. Il n'y aura pas de site web, il n'y aura pas de RAG, donc l'IHM, c'est le terminal, c'est vraiment le plus simple. Donc on pourrait voir ça comme un kart, ou j'avais dit dans une vidéo précédente, une boîte à savon. Ce qui est intéressant avec Oyama, une caisse à savon, pardon, ce qui est intéressant avec Oyama, c'est qu'on va pouvoir changer le moteur pour tester différents moteurs, pour tester leur puissance. Donc nous, on avait testé Yama 3.2, qui est le petit moteur que vous voyez ici. Yama 3.3, c'est un gros moteur. Donc c'est plus que 10 fois plus gros, c'est 20 fois plus gros que Yama 3.2. Donc 20 fois, c'est quand même vraiment pas mal. Et GPT-4o par exemple, ou Claude 3.7 Sonnet, ou les LLM équivalents, et bien là c'est vraiment des très très gros moteurs, c'est les moteurs les plus puissants qui se font. Donc là c'est bien sûr ces LLM là, on n'y a pas accès parce que c'est propriétaire, ça appartient à des entreprises et ils le donnent pas gratuitement. Enfin certains le font d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si c'est le cas de ChatGPT ou de Claude, je pense pas. Mais dans tous les cas on pourrait pas les exécuter sur cet ordinateur qui ne serait pas assez puissant. Donc là, aujourd'hui, on exécute Yama 3.3 qui est 20 fois plus gros que Yama 3.2 c'est le plus gros possible qu'on peut exécuter sur cet ordinateur. Donc je vais vous donner les spécifications. Donc quand on utilise Oyama, on utilise une petite voiture très très simple mais qui peut potentiellement avoir un assez gros moteur. Juste on n'aura pas d'options autour, on n'aura pas de porte, on n'aura pas de siège confortable, ça sera vraiment rudimentaire, on a juste le moteur. Donc c'est ça, Oyama finalement, c'est un outil qui nous permet d'éditer. Alors je voudrais faire échappe, voilà, pour voir si la réponse A.
nous avons notre réponse. Donc là, on voit que ça a été plus rapide que prévu. Alors, regardons ici, 11 minutes. 11 minutes 43. Donc avant de passer à la suite, je vais, donc là ce slide là, ces slides là, je vais les mettre après dans la partie meublage, ameublement plutôt. Donc on va regarder la réponse que nous a fait Oyama sur la rétrospective. Donc c'est une réponse assez simple, assez courte. Voici un exemple de rétrospective. Ok, donc je copie le texte et je vais, alors là ce n'est pas très lisible, pour le lire je vais le mettre dans Markdown Preview. Et ici vous avez juste avant un test que j'ai fait avant avec Oyama 3.3 pour vérifier le temps d'exécution. Alors vous voyez que en fait Oyama il nous donne du Markdown, donc ce qui nous permet de voir des titres, etc. Donc voici un exemple de rétrospective simple pour Halloween. Parfait, c'est ce qu'on avait demandé. Format la maison hantée. Chaque participant va partager ses pensées sur 3 questions. Qu'est-ce qui vous avait fait peur dans notre processus actuel? Comment pouvons-nous éclairer les zones d'ombre de notre processus? Quels sorts peuvent nous lancer pour améliorer quels sorts peuvent-nous... Alors là il y a une faute. Quels sorts pouvons-nous lancer pour améliorer notre collaboration? Ok, donc un sort, une zone... peur, zone d'ombre, sort pour améliorer. Préparez un espace de travail confortable et inspirez-vous de l'ambiance d'Halloween, décoration, etc. Accueillez les participants, expliquez le format de la rétrospective. Demandez à chaque participant d'écrire ses réponses aux 3 questions sur des post-it ou des cartes. Laissez les participants partager leurs idées en groupe, sans interruption ni jugement. Notez les idées principales et les actions proposées pour améliorer le processus. Terminez la rétrospective par un plan d'action concis et les prochaines étapes à suivre. Cette approche est simple, mais elle permettra à votre équipe de partager leurs pensées et idées de manière créative et divertissante. Ok. Donc, j'aurais peut-être dû présenter, je pense pas que ça durerait aussi peu de temps, 11 minutes seulement. Bon, j'aurais peut-être dû présenter le système de notation avant, mais c'est pas grave. On va noter rapidement. Donc, le système de notation, je vous le présenterai après. Donc la note, donc Yama 3.2 avait eu 2, hein, c'était vraiment pas terrible sa réponse. Vous pouvez aller voir la vidéo là-dessus. Alors ici, quelle note je vais mettre? Alors c'est une rétrospective très simple, c'est extrêmement simple. Mais c'est ok, c'est ok. C'est vraiment extrêmement basique, mais c'est ok. Après, c'est vraiment très léger. Donc j'ai envie de mettre 3 parce que c'est très léger. Donc c'est mieux que Yama 3.2, mais je dois vous dire que je m'attendais à mieux. Dans le précédent test que j'ai fait ici, c'était sur la même question, donc juste avant d'enregistrer la vidéo, il y avait citrouille, fantôme, sorcier. C'était un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux en fait. Bon, bref, on met 3. Donc maintenant, je vais poser une autre question. Alors cette question-là, il faut que je la mette en un seul texte parce qu'on va copier-coller dans le terminal PowerShell. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà, il faut le mettre en une seule ligne, c'est plus pratique. Je pose la question et ensuite on peut continuer à discuter. Hop, et je relance, donc on était sur 11 minutes 43, je relance. 11 minutes 43, je vais l'écrire quelque part. Bon, alors c'est pas hyper précis, hein, bien sûr, on n'est pas à quelques secondes près. On va mettre ici, je vais l'écrire ici. 11 minutes 43, juste pour mémoire. Je ne sais pas si c'est très pertinent de noter ce temps, mais bon. Comme on ne refera pas énormément de tests avec Yama 3.3 parce que ça consomme trop de puissance, eh bien, voilà, je préfère prendre des notes dès maintenant. Donc, la question suivante, je suis Scrum Master d'une équipe. Certaines US ne sont jamais réalisées à la fin du sprint et sont reportées de sprint en sprint. Que faire, hein? Une question très classique. Donc là, Yama 3.3 commence à réfléchir. Pour l'instant, il ne bouge pas. J'espère que ça ne va pas rester bloqué. Donc peut-être que cette question fait plus réfléchir Yama 3.3. En tout cas, on va commencer à meubler. Donc je vous ai expliqué ce que c'était que Oyama. Alors pour plus de précision, bien sûr, allez voir cette vidéo, je vous mettrai le lien en description. Sinon, allez voir la playlist sur agilité et IA.
Donc petit rappel, les spécifications du PC de test. Donc là c'est ce PC là, donc un PC assez puissant. J'ai fait cette image avec ChatGPT 4o. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc alors c'est un PC puissant, mais pas non plus un PC extraordinaire. Alors je me souviens plus exactement quand je l'ai acheté. Je pense que ça devait être fin 2023. Oui, donc il a déjà 1 an et demi. Ah bah, c'est écrit là d'ailleurs, la date d'achat. Donc 13e génération, 3,5 GHz, je ne sais pas combien il y a de cœurs dans ce processeur. D'ailleurs peut-être qu'on peut le voir ici. Alors là on voit que ça a monté jusqu'au maximum, hein. Bon, pour le processeur on voit que ça travaille. Combien il y a de cœurs? 14, voilà, 14 cœurs. Bon, ils sont peut-être tous utilisés. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais les ventilateurs tournent à fond, ou le ventilateur du processeur tourne à fond. 64 Go de RAM, donc c'est beaucoup. Une RTX 4070 12 Go de chez Nvidia, donc c'est une bonne carte graphique. Bon, j'ai mis ce score CPU benchmark, je ne sais pas si c'est pertinent. C'est un bon PC, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est un PC gamer. Maintenant, de nos jours, je pense qu'on peut trouver un PC d'une telle puissance, peut-être à 1000 €, voire moins. Je sais pas, j'ai pas suivi les prix. Donc j'ai acheté les composants moi-même. Au moment où je l'ai acheté, en fait, la moitié du prix du PC, c'était la carte graphique, qui devait coûter, je sais plus, 500, 600 €. Je me souviens plus, donc j'avais choisi les composants, j'avais essayé d'optimiser, hein, je l'ai monté moi-même. Et donc voilà, c'était un PC à peu près, bon, ordre de grandeur 1500 €. Donc ce qui est cher, hein, mais c'est un bon PC. Mais maintenant, ça serait certainement moins cher pour une puissance équivalente. Donc tout ça pour dire que c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. Alors, on va quand même regarder où ça en est. Bon, ça a commencé. Il y a une ligne qui est déjà écrite. Ça sera peut-être plus long. Le chronomètre est toujours là, c'est parfait. Le système de notation, je vous le présente. Alors, je ne sais pas si c'est l'ordre le plus pertinent dans les slides que je vais vous présenter, mais bon, on va continuer. Donc, toutes les IA, on les note de la même manière et tous les use cases, dans le but de pouvoir comparer, savoir quelle est la meilleure IA. Donc, à chaque question, on note entre 0 et 5. 0, c'est la pire note, 5, c'est la meilleure note. Donc, 5, c'est une réponse aussi bien ou mieux que la réponse que j'ai donnée moi-même. 4, sachant que voilà, il faut bien une référence, donc la référence c'est la réponse que je donne moi dans les vidéos, hein. Même si vous, bien sûr, je ne suis pas forcément une référence, vous pouvez ne pas être d'accord, surtout en agilité, c'est pas une science exacte, donc vous pouvez très bien avoir des avis différents. Dans ce cas, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et puis on pourra discuter. Alors dans toutes les vidéos sur les use cases, les vidéos, je fais pas de répétition, enfin je fais une répétition minimale où je teste. Là juste avant j'ai testé une question pour voir si ça marchait sur l'ordi, mais il y a pas de répétition de vidéo en soi, c'est tout entre guillemets improvisé. Et je découvre la plupart du temps les réponses en même temps que vous. Je les lis et je les découvre à ce moment-là. Donc du coup c'est difficile de noter assez rapidement. C'est un peu subjectif, même des fois après en montant la vidéo, je regrette ma note, je me dis j'ai été trop sévère ou alors j'ai été trop généreux, mais bon c'est pas grave. Dans l'ensemble, je pense que c'est correct. Il peut y avoir des petites erreurs d'appréciation, mais qui se compensent sur l'ensemble. À la fin, on fait une moyenne pour juger de quelle est la meilleure IA. En tout cas, voilà, là aussi, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si jamais vous voulez participer au débat. Donc, 5 réponses aussi bien ou mieux que moi. 4 réponses presque aussi bien. Donc, c'est une bonne réponse, mais un peu moins bien. Donc, voilà, ça va être une réponse très bien. 3 réponses correctes, mais peut mieux faire. Notamment, ça sera le cas des réponses incomplètes. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis 3 à la rétro d'Halloween, parce que c'est vraiment très léger. Niveau Halloween, c'est assez léger. Il n'y a pas beaucoup d'explications, c'est vraiment sommaire, donc voilà, j'ai envie de mettre 3, même si la réponse est bonne. Donc, ensuite 2, ça va être les réponses qui comportent des erreurs, donc une erreur c'est quelque chose de faux, hein. Donc on mettra directement en dessous de la moyenne à la moindre erreur, enfin erreur grave, pas les fautes d'orthographe bien sûr, mais si c'est vraiment une véritable erreur qui peut nous induire en erreur dans notre travail, bien on sanctionne.
Et réponse fausse, eh ben, c'est une réponse qui est principalement composée d'erreurs. Hein. C'est pas juste une erreur qui s'est glissée dans la réponse, c'est tout faux. Et 0, eh bien, ce sera pour les réponses qui n'ont aucun sens ou quand l'IA ne donne pas de réponse. Alors avant de vous présenter la chaîne, on va continuer. Voilà, bon alors là j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de temps devant nous. Ça fait déjà 6 minutes et il n'y a que 4 lignes, 3 lignes et quelques qui ont été écrites. Alors ça dépend certainement des questions qu'on pose. Il y a des questions plus difficiles que d'autres, j'imagine. Alors en attendant, donc c'était prévu, j'avais prévu que ça prendrait du temps. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc là, c'est dans l'ordre chronologique. Je vous ai mis ici toutes les playlists et la chronologie commence ici. C'est dans l'ordre inverse de la chronologie, on va dire. Donc d'abord, cette chaîne, elle est avant tout sur l'agilité. C'était le point de départ de la chaîne. En réalité, au départ, je voulais faire agilité et DevOps, mais je l'ai appelé Agile Toolkit parce que au départ, je voulais faire directement sur l'agilité et pas trop parler de DevOps pour pas trop me disperser. Et on a commencé par un cours d'agilité à l'échelle qui n'est pas fini. Pour l'instant, il y a 8 vidéos. Pour l'instant, il y a 8 vidéos qui partent du début, qui est assez pédagogique, je l'espère, et qui présente l'agilité à l'échelle et notamment la méthode SAFe. Ensuite, très rapidement, je me suis intéressé à l'IA comme ça, à titre personnel. Au moment où j'ai lancé la chaîne, en fait, peu de temps après, je me suis intéressé à l'IA. Et je me suis posé tout de suite la question comment on peut exploiter ces outils d'IA, d'intelligence artificielle pour notre métier, pour nos métiers dans l'agilité. Donc principalement les métiers de Scrum Master, RTE, Coach Agile. Dans un premier temps. Voilà. Après, on peut imaginer traiter d'autres métiers de l'agilité, comme par exemple Product Owner. Donc il y a tout un tas de vidéos là-dessus. Finalement, c'est là où il y a le plus de vidéos. Vous voyez ici 26 vidéos. Parce que ça m'a passionné, je dois dire, et voilà, j'ai envie de me lancer là-dessus. Et puis on parle quand même d'agilité quasiment dans toutes les vidéos, notamment par exemple les use cases, la rétrospective Halloween. Eh bien, c'est aussi de l'agilité, même si on utilise l'IA pour générer un template. Ensuite, j'ai voulu faire un glossaire de l'agilité. Là, mon objectif, c'était de faire des vidéos plus courtes parce que le temps de production de vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Et bien sûr, plus la vidéo est longue, plus ça prend du temps. Plus la vidéo est longue, plus elle nécessite de la préparation. Mais finalement, pour l'instant, j'en suis qu'à la lettre A. Je crois qu'on en est qu'à la lettre A, B, Backlog Refinement. Et pour l'instant, c'est un peu mis en pause. Je n'ai pas eu le temps de continuer. Mais on continuera le glossaire. Mais je n'arrivais pas à suivre le rythme de faire une lettre par semaine. Bon, voilà. Parce qu'il fallait aussi préparer des slides. Ensuite, j'ai sorti une playlist ici. Il y a les vidéos essentielles. Donc, dans cette playlist, en fait, c'est simplement les vidéos les plus intéressantes de la vidéo agilité et IA, mais plus orientées sur l'IA. Si vous voulez comprendre l'IA, si vous voulez avoir les informations essentielles sur l'IA et pas regarder tous les use cases qu'on fait sur l'agilité, tous les tests qu'on fait sur tous les LLM, vous pouvez vous contenter de IA, les vidéos essentielles. Donc ça fait beaucoup moins de vidéos à voir. Donc si vous les regardez toutes, vous aurez toute la connaissance de tout ce que j'ai dit en général sur l'agilité et l'IA. Et même uniquement sur l'IA, ça peut être intéressant aussi. C'était vraiment pour les gens qui veulent assez rapidement rentrer dans le domaine de l'IA sans avoir à regarder toutes les vidéos dans l'ordre chronologique. Alors 12 vidéos, c'est déjà beaucoup, c'est quand même moins que 26. Et cette playlist, en fait, je change les vidéos au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait des vidéos sur comment générer des templates de rétro avec ChatGPT. Eh bien, il y en a eu plusieurs dans le temps parce que ChatGPT a fait une mise à jour et qui a fait que c'était mieux après. Eh bien, j'enlève l'ancienne vidéo et je remplace, parmi ces 12 vidéos, je remplace l'ancienne vidéo par la nouvelle vidéo sur le dessin des templates de rétro, nouvelle vidéo qui est meilleure et qui explique mieux et surtout qui est meilleure parce que l'IA est meilleure parce qu'il y a une mise à jour. Donc normalement, il y aura toujours à peu près 12, peut-être une quinzaine de vidéos dans cette playlist, mais ça ne devrait pas trop augmenter.
Ensuite, j'ai créé une playlist sur les rétrospectives agiles, donc là plus classique, où on présente tout un tas de rétrospectives, de formats de rétrospectives. Eh bien, cette playlist ne marche pas trop, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pourtant, c'est intéressant, je trouve. C'est un sujet, tous les Scrum Masters ont besoin d'animer des rétrospectives dans chaque itération, dans chaque sprint. Et on a toujours besoin de templates de rétrospective, mais bon, peut-être qu'il y a mieux ailleurs, peut-être que c'est pas si utile, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça me plaît, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir les templates de rétro que je propose. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est mis 2 vidéos, mais la dernière playlist, c'est sur les démos agiles. Donc en réalité, j'ai fait qu'une vidéo sur les démos, il n'y en a qu'une seule. Et j'en ai prévu d'autres, mais c'est pas la priorité numéro 1. Donc pour l'instant, il va en rester qu'une, même si j'ai pas mal de choses à dire sur les démos aussi. Donc les démos étant une des cérémonies agiles les plus importantes. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter la chaîne, pour meubler gentiment. Et on voit qu'il y a quand même plus de lignes qui sont écrites, mais c'est pas hyper rapide. Donc on attend, hein. Donc là ça prend vraiment pas mal de temps. On en est à 12 minutes. J'avais compté à peu près 15 minutes par question. Donc pour l'instant on est dans les temps. Et ça fait une bonne demi-heure, je pense qu'on a commencé. Donc, on continue de meubler. Alors, pourquoi j'ai choisi ces use cases en particulier? Eh bien, c'est simple. Vous avez le tableau ici, donc vous aurez aussi le lien en commentaire. Donc, ce tableau qui rassemble toutes les notes de tous les tests qu'on a fait sur l'IA depuis le début de la chaîne, depuis le début de la chaîne. Donc, ici, vous avez la liste de tous les use cases, une ligne par use case. Et ils sont catégorisés en différents thèmes. Donc, ce que j'ai appelé classique Scrum Master, des questions classiques que les Scrum Masters rencontrent souvent. Un petit thème que j'ai pas trop poursuivi, c'est gestion des conflits. Au départ, je me disais que l'IA pour gérer les conflits, comme c'est humain, c'est de l'émotionnel, etc. L'IA pourrait peut-être mise en échec par ça ou pourrait avoir une difficulté. Mais en réalité, il se trouve que non, les IA que j'ai testées ont toutes donné des très bonnes réponses. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas des use cases si intéressants que ça. Et enfin, j'ai conçu des questions pièges, des questions spécialement dédiées à tester l'IA, la pousser dans ses retranchements, donc des questions plus difficiles. Et bien là, les questions pièges, ça a fonctionné puisque presque toutes les IA sont tombées dans les pièges, sauf Gemini, Perplexity et Grok. Alors les use cases que j'ai choisis aujourd'hui, c'est rétrospective Halloween. Je l'ai choisi parce que Yama 3.2 avait échoué sur ce use case. Ensuite, certaines US ne sont jamais réalisées, sont reportées. Ben, c'est aussi un deuxième use case où Yama 3.2 avait échoué. Et enfin, une question piège, comparer la vélocité des équipes. Alors là, Yama avait lourdement échoué. J'avais même pas mis 1, considérant que c'était vraiment... c'est vraiment plus qu'un tissu d'erreur. C'est à la limite de l'acceptable. Et donc là, on va rajouter une colonne. Donc là, insert column, right, oui. Donc là, on va tester Oyama avec Yama 3.3. Donc, je vais vous présenter un peu plus ce modèle par la suite. Donc là, on va faire ça. Voilà, c'est normal, il n'y a pas encore de notes. Hop. Et là, la moyenne générale. Donc là, j'ai remis ici, j'ai mis une note sur 20. Donc j'ai fait simplement une multiplication par 4, c'est pas bien compliqué. Alors on voit que la meilleure IA pour répondre aux questions d'agilité, c'est Grok dans tous nos tests, donc 19,73. Donc c'est quasiment la perfection. D'ailleurs, c'est impressionnant. Il faudra qu'on refasse des tests sur Grok, mais dans les vidéos qu'on a faites sur Grok, ces réponses sont vraiment... Il y a beaucoup de réponses où je mets 5, mais elles sont bien mieux que les réponses que moi j'ai données. Il faudrait presque lui mettre 6. Vraiment, c'est très impressionnant. Ensuite, Gemini s'en sort vraiment très bien. Il est excellent quasiment tout le temps, sauf sur les 2 premières questions.
Ici, c'est vraiment pas de chance, mais sinon dans l'ensemble, Gemini est vraiment très bon. Médaille de bronze Perplexity, qu'on n'a pas énormément testé non plus, qu'il faudrait tester un peu plus, 17,7, donc là aussi c'est très bien. Et ChatGPT, donc qui est moi mon produit d'IA génératif préféré, dont je me sers très souvent, il est aussi excellent, 7,89, donc il n'y a que une question piège en fait qui lui fait baisser sa moyenne. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Donc c'est ce qui signifie qu'on peut utiliser les IA pour répondre à des questions d'agilité dans un contexte réel. Donc notamment, si on veut répondre à des questions les yeux fermés, on peut se tourner vers Grok. Pour toutes les questions que je lui ai posées, il a toujours très bien répondu, avec beaucoup de détails. Donc c'est pour ça que j'ai choisi pour Llama 3.3 les use cases où Llama 3.2 avait échoué. Alors maintenant, on va comparer un petit peu Llama 3.3 et Llama 3.2. Alors nombre de paramètres, là c'est une erreur de copier-coller. Le nombre de paramètres, en gros, c'est la taille du réseau de neurones. Alors bon, c'est une simplification extrême de dire ça. J'ai envie de dire c'est presque le nombre de neurones. Bon, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se dit, mais en gros, c'est la taille du cerveau, on va dire. Donc plus c'est gros, en principe, plus le nombre de paramètres est important, plus l'IA devrait être intelligente. Bon, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais en première approximation, c'est le cas. Donc, Llama 3.2 fait 3 milliards de paramètres. Llama 3.3 fait 70 milliards de paramètres. Et ensuite, Claude Sonnet, GPT 4o et Grok 3, alors je n'en ai aucune idée en réalité parce que ce ne sont pas des informations publiques. Je ne vais pas non plus citer mes sources parce que j'ai cherché sur des forums, sur des articles, bon c'est très divers. Donc je n'ai pas trouvé d'informations fiables, donc j'ai lu divers articles, je me suis fait mon idée. Alors c'est pour ça qu'il y a une fourchette énorme. C'est entre 70 milliards, alors je sais plus, je crois que c'était pour Claude Sonnet, des gens faisaient des estimations entre 70 milliards et 100 milliards pour Claude Sonnet. GPT 4o, c'est à peu près 1500 milliards de paramètres, et Grok 3, je pense que c'est le plus gros d'après des estimations que j'ai lues, environ 270 milliards. Mais je n'ai aucune idée de la fiabilité de ces informations, c'est des hypothèses de gens qui discutent, certainement des gens qui sont très bien informés. Alors, voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc en tout cas, voilà, ça ce sont des très bons LLM. Alors j'ai pas mis les autres, j'aurais pu mettre Mistral d'ailleurs, peut-être que c'est connu sur Mistral. Je ferai une autre vidéo là-dessus si jamais je trouve des informations intéressantes. En fait, en tous les cas, c'est plus gros que Llama 3.3 et beaucoup plus gros. Donc 10, 20, 30 fois plus gros. Donc voilà, là on n'est quand même pas au même niveau. Mais je ne peux pas tester plus gros que Llama 3.3. Donc ici, si vous allez sur la page GitHub de Oyama, c'est vraiment très intéressant, vous avez énormément d'informations si vous vous intéressez à la technique. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ce tableau. Ce tableau, il met le nombre de paramètres de chaque modèle. Alors, vous voyez, si vous vous souvenez de cette vidéo, si vous vous souvenez de cette explication voilà, qui était ici, l'avantage de Oyama, c'est qu'on va pouvoir changer de LLM. Donc si je veux plus Llama 3.3, je vais pouvoir utiliser Llama 3.2 à la place de manière extrêmement simple. C'est juste une ligne de commande et il y a des tas d'autres modèles que je pourrais tester. Alors je ne peux pas tester GPT-4o qui est propriétaire, mais je pourrais en tester plein d'autres. Et en fait, ceux que vous pouvez tester, eh bien, ils sont décrits ici. Donc je les connais pas tous. DeepSeek R1, c'est le modèle chinois, donc on le testera certainement dans une prochaine vidéo. Donc il a fait grand bruit parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, Llama 4, ça c'est le nouveau modèle de Oyama que je peux pas tester parce qu'il est trop gros. Peut-être si je rachetais des barrettes de RAM, je pourrais le tester.
On n'est pas très loin, il me faudrait une machine un peu plus puissante. Il faudrait que j'ouvre une cagnotte participative sur la chaîne pour vous demander de l'argent pour m'acheter des barrettes de RAM pour tester des plus gros modèles. Bon, c'est pas forcément très utile en réalité de tester des plus gros modèles, c'est déjà pas mal. Yamaha 3.3, donc la première colonne c'est le nombre de paramètres, la deuxième colonne c'est la taille en gigaoctets, hein, quelle taille ça prend sur votre ordinateur. Donc Yamaha 3.2 là c'est le petit modèle, donc ça s'était très bien passé, il répondait très vite, sauf que les réponses n'étaient pas très intelligentes, n'étaient pas toujours très pertinentes. Donc c'est pour ça que je testais un plus gros modèle, parce que si on retourne dans notre tableau de notation, on voit que en moyenne générale, eh bien, c'est 11,63 la moyenne de Oyama. Donc c'est au-dessus de la moyenne sur 20 ou 2,91 sur 5. C'est au-dessus de la moyenne. Mais c'est quand même pas terrible et c'est le plus mauvais de tous les modèles qu'on a testés. Mais c'est normal parce que c'est en local sur cette machine, donc ça ne bénéficie pas de la même puissance de calcul, c'est un modèle beaucoup plus petit. Donc là, avec Yamaha 3.3, on veut tester un modèle qui peut rivaliser dans une certaine mesure avec des produits grand public. Donc là, bon, des Yamaha, on en a énormément, on en a plein, on pourrait tous les essayer si on avait le temps. Phi 4, on le testera aussi, c'est un modèle qui est produit à partir de datasets qui sont des documents scolaires et universitaires, donc ça c'est intéressant. Ah, la réponse est tombée. Donc, je sais pas depuis quand, 22 minutes 12. Alors, j'aurais dû vérifier avant, bon, c'est vrai que je suis très bavard, 22 minutes 12. Donc bon, vous voyez, c'est l'idée. Donc il y a tout un tas de modèles, voilà, et puis on en testera d'autres dans d'autres vidéos. 22-12, donc j'en suis où? C'est ici la question, donc je vais mettre ici 22-12. Alors pour avoir une présentation un petit peu plus sympa, on va copier ça. Alors il n'y a pas énormément de lignes, il n'y a pas énormément de lignes. Pourtant ça a pris quand même à peu près 20 minutes. Hein. Donc on va lire la réponse. Je relis d'abord la question. La question quelle est-elle? Je suis Scrum Master d'une équipe. Certaines US ne sont jamais réalisées à la fin du sprint et sont reportées de sprint en sprint. Que faire? Alors, je n'ai pas donné ma réponse. Bon, elle est présente dans plein de vidéos sur la chaîne. Je vous la donne extrêmement rapidement. Faut se poser la question pourquoi ces US ne sont jamais réalisées. Est-ce que c'est parce que elles sont pas prioritaires? Donc, donc déjà, si elles sont pas réalisées, c'est soit qu'on prend trop d'US dans le sprint. Et donc il y a toujours un certain nombre d'US à la fin qu'on n'arrive pas à réaliser, soit on a la bonne charge dans le sprint mais on n'arrive jamais à terminer ces US pour des raisons techniques, parce qu'on ne sait pas les terminer. Donc si on prend toujours trop d'US dans un sprint, ce sont les US les moins prioritaires qui vont toujours rester à la fin et qui peuvent être reportés de sprint en sprint. Mais en principe, si ce sont les moins prioritaires, eh bien, elles devraient devenir les plus prioritaires au sprint suivant et donc être traitées en premier. Donc normalement, on ne devrait pas être dans cette hypothèse. Parce que là, j'ai écrit qu'elles sont reportées de sprint en sprint. Donc en fait, peut-être qu'elles sont dans le sprint, mais qu'elles sont pas prioritaires et on ne sait pas pourquoi elles sont là. Donc dans ce cas-là, il suffit de les enlever. On a quand même toujours, malgré tout, si c'est quand même toujours reporté, ça veut dire qu'à chaque sprint, on n'arrive pas à faire des US pour des raisons de charge de travail. On n'arrive pas à faire certaines US, donc ça veut dire qu'on surcharge un peu les sprints. Autre hypothèse, les sprints ne sont pas surchargés, tout va bien. De ce point de vue-là, mais ces US en particulier, on n'arrive pas à les faire. Parce qu'on est en difficulté technique, ces US nécessitent des compétences qu'on n'a pas dans l'équipe, on ne sait pas les traiter. Autre problème, peut-être qu'on a besoin d'input qui devraient permettre de réaliser ces US et qu'on n'a pas. Donc, par exemple, imaginons que je veux mettre dans une appli mobile le logo de l'entreprise, mais que j'ai pas le fichier JPEG du logo de l'entreprise. Eh bien, même si l'US ça dit qu'il faut mettre le logo de l'entreprise. Alors, attendez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez que là, la mémoire de l'ordinateur, elle est en train de se libérer. Donc, depuis qu'on n'utilise plus le LLM. Bon, c'est peut-être pas très visible, mais bon, voilà. Bref, donc il nous manque un input, ou alors il y a une dépendance qui est non résolue et qui nous bloque.
Donc on attend qu'une autre équipe fasse une certaine chose dont on a besoin et elle ne le fait pas, et donc on reporte de sprint en sprint en attendant que cette US se résolve. Donc dans ce cas-là, il faut essayer de résoudre le problème de fond, soit obtenir cet input qu'on n'aurait pas, soit voilà, replanifier l'US en attendant que l'autre équipe dont on a besoin nous fournisse ce dont on a besoin. Dans tous les cas, il faut bien connaître les priorités. Alors, la réponse. Est-ce que j'ai bien toute la réponse? Voici quelques pistes pour aborder ce problème. Ok, très sommaire. Réévaluation des objectifs de sprint. Assurez-vous que les objectifs de sprint sont réalisés et que l'équipe a une bonne compréhension des exigences. Ça, c'est pas tellement utile. C'est un peu hors sujet. Bon, on considère que c'est... Voilà, on fait comme si c'était pas là. Analyse des causes du report. Ah, voilà, c'est une des premières choses que j'ai dites. Donc ça, c'est bon. Identifier les raisons pour lesquelles certaines US ne sont pas réalisées à temps. Est-ce dû à une sous-estimation ? Alors voilà, c'est ce que j'ai dit, on prend trop de charge de travail dans le sprint, donc on peut le dire autrement, c'est qu'on sous-estime la charge des US qu'on prend, à des dépendances externes, je l'ai dit aussi, à des problèmes techniques ou autre chose. Donc là, c'est très bien, il dit tout ce que j'ai dit. Donc toutes les réponses que j'ai évoquées. On va droit au but. Priorisation, assurez-vous que les US reportées sont bien prioritaires et qu'elles alignent avec les objectifs du produit. Alors voilà, donc ces US, sont-elles prioritaires ou non? C'est une bonne question à se poser, j'en ai parlé un petit peu aussi. Décomposition des US, si certaines US sont trop larges ou complexes, décomposez-les en plus petites tâches, plus générales. Donc ce que j'appelle diviser pour régner, effectivement, si elles sont trop complexes, ça peut aider. Amélioration de l'estimation, assurez-vous que l'équipe utilise une méthode d'estimation fiable, par exemple le story point, et qu'elle est cohérente dans ses estimations. C'est un bon conseil. Suivi des progrès. Mettez en place un suivi régulier des progrès pendant le sprint pour identifier les éventuels problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Réunion de rétrospective. Organisez une réunion de rétrospective pour discuter des causes de report et trouver des solutions. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure d'identifier les causes du problème et de mettre en place les mesures correctives pour améliorer la réalisation des US. C'est extrêmement simple, mais ça va droit au but et je pense qu'il y a tous les éléments de réponse. J'ai presque envie de mettre 5. Réévaluation des objectifs. Ça, c'est un peu hors sujet, mais bon, est-ce que c'est grave? Ou c'est peut-être moi qui pense pas, qui voit pas pourquoi. Assurez-vous que les objectifs de sprint sont réalisés et que l'équipe a une bonne compréhension des exigences. Bon, ça c'est vrai, mais bon. Pour moi, c'est ok. J'ai envie de mettre 5. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Donc maintenant, on va poser la dernière question. La dernière question, c'est celle-ci. Je vais faire directement le copier-coller qui est ici, en bas. Donc tout sur une ligne pour faciliter. Ah non, alors il y a 2 lignes. Je crois. Voilà. Non, si c'était bien une ligne pour faciliter le travail avec le prompt. Mince, ça n'a pas copié. Paf. Et voilà. Donc là, c'est en train de répondre. Alors je sais pas pourquoi ça me fait un petit bug d'affichage, mais ça l'a déjà fait plusieurs fois. Ça devrait bien se passer. Donc on va relancer le chronomètre. En espérant que ça ne dure pas 22 minutes, parce que sinon ça va nous amener bien au-delà d'une heure. J'aurais peut-être dû poser cette question en fait avant d'analyser la réponse. Pour gagner du temps. Bon, c'est pas grave. Donc, on en était à ce slide d'ameublement. Eh bien, ça, c'est la 3e question que je viens de poser. Donc, je suis un RTE d'un train safe. Une de mes équipes livre 60 story points à chaque itération et une autre équipe ne livre que 20 story points à chaque itération. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Ça, c'est une question piège. Je vous expliquerai juste avant qu'on lise la question juste avant qu'on lise la réponse de Yama 3.3. En tout cas, dernière petite phase d'ameublement, donc les annonces. Donc les prochains LLM qu'on va tester. Alors,
Bon, là je vous ai mis un tableau, donc on a testé Yama 3.2 qui fait 3 milliards de paramètres. Yama 3.3, on est en train de le tester, c'est l'objet de cette vidéo. 70 milliards de paramètres, donc c'est beaucoup plus. DeepSeek R1, le modèle chinois qui a la réputation d'être puissant et assez low cost entre guillemets, que ce soit en termes de prix, d'entraînement, mais peut-être aussi en termes de ressources, alors je n'en suis pas sûr. Et enfin Phi 4 qui est un peu un intermédiaire, qui est un modèle qui est construit à partir de documents scolaires et universitaires, donc avec des datasets de meilleure qualité. Donc là, vous avez des petites images, des illustrations. Elles ont été générées par ChatGPT 4o. Donc je trouve ça incroyable la qualité des illustrations qu'on peut générer. À chaque fois, j'ai juste mis un petit prompt extrêmement simple. Donc pour Yama 3.3, j'ai demandé un gros lama. Pour DeepSeek R1, j'ai dit que c'était une IA chinoise, donc il m'a fait ça. Donc ça, c'est, j'imagine, c'est un cliché de personnes chinoises. Et pour Phi 4, j'ai dit que c'était une IA avec des manuels scolaires et universitaires. Donc ça m'a sorti un robot scientifique. Donc voilà, là, ça permet d'illustrer de manière très sympa et ludique. Alors, avant de passer à la dernière slide d'ameublement, on va regarder si ça répond vite. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure d'identifier les causes du problème et de mettre en place les mesures correctives pour améliorer la réalisation des US à la fin du sprint. Ok, bon. C'est que le début. Donc, dernier slide. C'est les prochains use cases qu'on va tester. En fait, au niveau des IA, alors je reviens quand même sur les IA qu'on a déjà testés. On a testé toutes les grandes IA du marché. Donc ChatGPT, là j'ai mis 4o, mais en réalité on en a testé plusieurs. Il faudrait que je mette des précisions. Par exemple pour Claude, non, j'ai pas mis. Ah voilà, là j'ai mis Claude 3 Haiku. Donc quand c'est pas Claude Sonnet et que c'est Claude 3 Haiku, je l'ai mis et c'est pas. Et bon, en plus il y a des différences. Il y a Claude 3 et Claude 3.5. Bon, je comprends pas tout dans la numérotation des différentes IA. J'essaye de le noter. En tout cas, on peut retrouver, vu que c'est enregistré, donc dans les vidéos, on peut retrouver toutes les versions. C'est vrai que c'est pas simple parce que chaque produit, comme ChatGPT, comme Claude, comme Gemini, il évolue. Et au fur et à mesure du temps, ils embarquent des LLM différents. Donc là, dans ce tableau, il faudra que je sois un peu plus rigoureux et que dans chaque case, je note le LLM qu'on a utilisé. Et je suis même pas sûr que ce soit suffisamment rigoureux de faire comme ça. Bon, en tout cas, c'est mieux que rien. Donc on a testé toutes les grandes IA du marché. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Yama, Yama 3.2, maintenant Yama 3.3 avec Oyama, donc là ça va être le même logo. Sachant que Oyama c'est pas le nom du modèle mais c'est plus le nom de l'outil qui nous permet de tester des LLM. Mistral, l'IA Made in France, Cocorico. Que donne l'IA Made in France? Alors si on enlève Oyama, c'est la moins bonne avec DeepSeek. Donc il faudra qu'on refasse des tests pour vérifier ça, surtout que ça évolue aussi beaucoup. En fait, c'est une IA qui est très intéressante. Il faudrait que je fasse plus de vidéos dessus, mais bon, c'est intéressant. Non, je pense que ce qu'ils font, c'est vraiment super, mais du point de vue de l'IA, pas forcément du point de vue de l'agilité. Nous, on est focalisé sur l'agilité, la gestion de projet. Ça apporte pas plus de choses que les autres sur l'agilité, mais je pense qu'en termes de produits et tout, c'est super ce qu'ils font. En plus, c'est du Made in France avec assez peu de moyens. Donc voilà, ça mérite qu'on s'y intéresse. Grok, donc là qui eux ont quand même plus de moyens, hein, des puissances de calcul phénoménales, etc. Eh bien, Grok c'est l'IA de X. Ça c'est l'ancien logo, c'est le logo de XAI. Maintenant il y a un logo de Grok qu'il faudrait que je mette ici. On a testé toutes les grandes IA et on a un certain nombre de use cases. Donc, regardons quand même où on en est. Alors là, ça va vraiment pas vite. Ça va vraiment pas vite du tout. J'ai l'impression que... ça va pas vite. Alors je me demande même si c'est pas bloqué. On va encore attendre. On va encore attendre un petit peu. Alors j'espère que c'est pas bloqué. Parce que si c'est bloqué, ça veut dire que on attendra indéfiniment.
Est-ce que j'ai lancé le chronomètre? 6 minutes, c'est pas normal. C'est peut-être juste un bug d'affichage. Si je fais CTRL-L. Bon, je vais faire CTRL-C et on va relancer la question en espérant que ça aille quand même relativement vite. Bon, c'est sans trucage, bien évidemment. Paf. Ou alors peut-être c'est une question trop compliquée pour que l'IA y réponde. Alors, dernier slide d'ameublement ou de meublage, je ne sais pas comment on dit, dites-le moi dans les commentaires si vous avez une idée. Bon, meubler c'est une expression très familière, donc je ne sais pas s'il y a un terme officiel de l'Académie française. Les prochains use cases que nous allons tester. Alors, j'ai mis dans un cercle rose les prochaines vidéos qu'on va faire. Un cercle, un carré rose, un rectangle rose plus exactement. Donc les cases entourées de rose correspondent aux prochaines use cases qu'on va faire. En tout cas, chaque ligne correspond à une famille de use cases. D'abord, il y a les réponses aux questions. Donc c'est ce qu'on a fait le plus, réponse à des questions sur l'agilité. La coche verte, c'est quand l'IA donne un résultat exploitable. La petite roue, le petit engrenage avec une flèche vers le haut, c'est quand l'IA nous aide, nous fournit quelque chose qui peut nous aider mais qui n'est pas exploitable directement. Donc c'est une aide, mais voilà. Non exploitable, c'est quand l'IA produit des choses fausses, donc des erreurs. Et ensemble vide, bon, c'est un peu la même chose que non exploitable, c'est quand l'IA ne dispose pas d'une fonctionnalité, de cette fonctionnalité, donc ne répond pas aux besoins. Par exemple, il y a beaucoup d'IA qui ne savent pas dessiner, donc les IA qui ne savent pas dessiner ne permettent pas de dessiner des templates de rétrospective. Donc pour les use cases questions, eh bien répondre aux questions, toutes les IA s'en sortent plutôt pas mal. J'ai mis exploitable même pour Llama 3.2 parce que c'est quand même au-dessus de la moyenne, mais c'est vrai que là on est à la limite parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Dessiner des templates de rétro, il y a ChatGPT qui nous fait des templates de rétro magnifiques. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à les consulter. Le problème de la génération de templates de rétro est résolu par ChatGPT 4o. Claude, j'ai quand même mis exploitable, mais c'est gentil. C'est pas terrible, mais c'est ok. On va dire que c'est exploitable. Après, les autres IA ne permettent pas de... Enfin, il y a des IA que nous n'avons pas testé. Quand la case est vide, c'est qu'on n'a même pas testé, on ne s'est pas posé la question. Quand c'est ensemble vide, c'est que l'IA ne permet pas de dessiner. Alors Gemini, c'est compliqué, ça dépend des pays. Bon, au moment où j'ai testé, Gemini ne pouvait pas dessiner. Mistral nous faisait des templates. Mistral pouvait dessiner, mais c'était loin d'être parfait. C'était pas exploitable directement. Générer une release note, donc là, toutes les IA qu'on a testées fonctionnent très bien pour générer une release note. Donc c'est un petit sujet, un petit use case, mais finalement qui est parfaitement traité par les IA. Il y a plusieurs vidéos sur le sujet et il y a pas mal d'IA qu'on n'a pas testé et on va toutes les tester. J'ai pas trop de doute que ça va très bien se passer pour toutes les IA. Alors Gamma ici c'est un peu spécial, c'est une IA dédiée à la génération de présentations PowerPoint. Donc c'est pour ça qu'il y a ensemble vide partout. Hein. C'est une IA spécialisée, un produit d'IA générative spécialisé. Présenter des slides, donc là on a utilisé les fonctions vocales de ChatGPT. Donc ChatGPT parle, est capable de parler et on lui a fait présenter des slides au format PDF. C'était pas mal, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça, partiellement utilisable, mais en réalité c'est pas réellement utilisable. En fait, il faudrait refaire un test. Le test n'était pas il n'était pas 100% pertinent et en plus, depuis qu'on a fait le test, l'IA a progressé. Donc ça marchera peut-être. La plupart des autres IA ne sont pas capables de parler. Gemini peut parler, donc ça sera intéressant de faire le test. Fabriquer des slides, on a testé que ChatGPT et Gamma. Et là, c'est un use case extrêmement complexe. Qu'il faudra tester plus en détail. J'ai énormément de vidéos de planifier sur le sujet. On peut faire 10 vidéos sur la fabrication de slides. Ça va être très intéressant, mais c'est un problème complexe. Je pense que c'est un problème qu'on peut qu'on peut traiter, qu'on va arriver à résoudre. C'était pas très concluant les tests qu'on a fait.
mais ça nécessite du travail pour résoudre ces tests. Enfin, le dernier test, c'est la petite roue des prénoms, c'est générer une appli gadget. Bon, je retiens que ce qui a été fait par Claude. Les autres, en fait, dans la vidéo, j'ai testé plusieurs IA, mais je n'étais pas très au point moi-même sur le procédé, etc., sur les notations. Donc, on refera d'autres vidéos. En tout cas, Claude, j'ai réussi à faire une appli que j'ai utilisée en situation réelle. Alors, donc là, eh ben, c'est assez lent, hein. Donc j'espère que ça va aller plus vite parce que sinon on n'est pas rendu. Donc je vais commencer par vous donner ma réponse à cette question. Donc soyez patient, bon ça fait déjà 1 heure que je tourne. Donc bon c'est vrai que c'est un peu long, hein. Donc heureusement la vidéo est chapitrée donc vous n'êtes pas obligé de tout voir, ça va me prendre beaucoup de temps de monter cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes. Il y a un peu de tout sur la chaîne et c'est pas toujours les vidéos courtes qui ont plus de succès. C'est un peu aléatoire. Il y a des vidéos assez longues qui finalement ont pas mal de succès, même en temps de rétention où les gens suivent. Il y a des vidéos courtes qui marchent pas du tout. Donc bon, c'est un mystère pour moi. Donc si vous avez des souhaits, des suggestions, n'hésitez pas. Alors. Je vais quand même répondre à cette question. Du coup, on a quelques minutes devant nous, je pense. Je suis RTE d'Intrainsafe. Une de mes équipes livre 60 story points à chaque itération et une autre équipe ne livre que 20 story points à chaque itération. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Est-ce que vous avez vu le piège? Eh bien, alors c'est une question déjà très classique qui au cours de ma carrière m'a été posée plusieurs fois. J'ai une équipe qui livre moins, je veux qu'elle livre autant que les autres voilà, fais quelque chose pour que les deux équipes livrent autant. Mais en fait, le piège, c'est que en fait, ce n'est pas pertinent de comparer deux équipes entre elles, de comparer la performance de deux équipes entre elles, surtout si on est en story point. Parce que lorsqu'on est en story point, la valeur du point, la valeur du story point, de un story point, est différente d'une équipe à l'autre. Une user story qui fait un story point, c'est censé représenter une user story de référence très simple, la user story de référence la plus simple pour cette équipe. Mais une autre équipe peut très bien avoir une autre user story de référence, et la plupart du temps c'est le cas, et qui va pouvoir être beaucoup plus compliquée ou beaucoup plus simple, donc ne pas avoir la même valeur. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si on utilise l'outil du story point, ça va pas trop nous aider à comparer les équipes entre elles, sauf si les équipes partagent des user stories de référence, auquel cas on peut vouloir les comparer. Alors après, les équipes, c'est quand même pas recommandé. Parce que donc les équipes peuvent aussi avoir une taille différente, la nature des US peut être différente, les technologies entre les deux équipes peuvent être différentes. Donc c'est très délicat de comparer la performance d'équipe comme ça avec des critères objectifs mathématiques, hein, c'est quasi impossible. Et mon dernier commentaire, c'est que même si on pourrait le faire en théorie, c'est pas recommandé parce que ça met un esprit de compétition à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas un climat sain de progression, de coopération, de collaboration. Vouloir comparer les équipes, faire la compétition, il y a un mot qui est à la mode, c'est toxique. C'est un climat plutôt... ça pourrait créer un climat toxique au sein de l'entreprise, au sein du projet. Donc si on veut vraiment que les équipes s'améliorent, il faudrait plus que chaque équipe se compare à elle-même et essaye de progresser donc via le mécanisme des rétrospectives, via le mécanisme d'amélioration continue. Donc il faudrait cultiver l'envie des objectifs à faire mieux, à être plus efficace, mais pas forcément comparer avec d'autres équipes. Ça, c'est une pratique qui est mauvaise. Donc voilà. Donc ça, c'est là où c'est le piège. Que faire? Rien. Ne pas essayer de comparer les équipes en fait. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Donc là, la réponse, il ne faut pas répondre à comment faire. Il faudrait dire,
c'est une question qui n'est pas pertinente. Et même si on tourne la question d'une manière à ce que ce soit pertinent, eh bien c'est une mauvaise pratique de vouloir comparer les équipes. Donc c'est ça qu'on attend comme réponse de l'IA. Alors, on va commencer à lire parce que sinon, alors j'ai pas envie de. J'espère que je vais pas faire CTRL-C parce que j'ai pas envie que ça arrête. Hop, on va mettre ici. Voilà. Pour aider l'équipe qui livre actuellement 20 story points à atteindre le même niveau de production que l'équipe qui livre 60, il est essentiel d'aborder cette situation avec une stratégie globale et inclusive. Bon, phrase d'introduction un peu générique qui fait pas de mal mais qui dit pas grand chose. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Analyse des causes. Identifier les raisons pour lesquelles l'équipe qui livre moins de story points rencontre des difficultés. Alors là, ça suppose que l'équipe qui livre moins de story points rencontre des difficultés. Mais d'après ce que j'ai dit, c'est pas forcément le cas. En fait, peut-être même que l'équipe qui livre moins de story points est plus performante que l'équipe qui livre 60 story points. Mais comme la valeur du point est différente, en apparence, elle livre moins, alors qu'en réalité, peut-être qu'elle livre plus. Donc là, déjà, on est un peu sur une fausse piste. Même si identifier les raisons, ça mange pas de pain, c'est toujours une bonne chose de le faire, d'essayer de comprendre. Donc c'est pas fondamentalement faux. Il peut s'agir, alors oui, Yama n'est pas très fort en français. On m'a déjà fait la remarque, donc bon, on ne tient pas compte des fautes de français, hein, donc on pourrait le faire en anglais, mais bon, ça sera encore plus difficile et plus désagréable pour les auditeurs, donc on va rester en français. Donc il peut s'agir de problèmes tels que des défis techniques, une charge de travail inégale, des compétences manquantes ou des processus inefficaces. Ok, donc là, ça se mouille pas trop. Alors je vais refaire un copier-coller quand même pour avoir plus de lignes. Alors est-ce que... Voilà. Hop. Et voilà. Donc formation et développement. Proposer des formations ou des ateliers pour aider l'équipe à améliorer ses compétences et à combler les lacunes identifiées. Donc là, je pense qu'on s'oriente vers une réponse fausse parce que j'ai bien l'impression que Yama 3.3 considère qu'il y a un problème de performance dans une équipe. Donc ça veut dire que Yama 3.3 est tombé dans le piège de la question. Donc voilà, le piège, c'est qu'il fallait élargir un peu le débat, etc. Réévaluation de la charge de travail. Assurez-vous que la charge de travail est répartie équitablement entre les membres de l'équipe et que personne n'est surchargé. Ça, c'est un peu hors sujet en réalité. Parce que en fait, l'équipe qui livre moins, on pourrait dire qu'elle a moins de charge de travail peut-être. Alors non, c'est peut-être ça, réparti équitablement. Personne n'est surchargé. Non, c'est pas hors sujet. Peut-être que Yama 3.3 a en tête le fait que l'équipe qui livre moins est sous-occupée. Ok, donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas hors sujet. Et ça peut être pertinent d'une certaine manière. Très bien. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît, Yama 3.3, parce que là, on va quand même aller au bout de la réponse. Parce que voilà, ce serait trop dommage arriver jusqu'ici d'abandonner. Bien sûr, dans les vidéos, je fais pas de montage. Enfin, très peu de montage. En fait, si, il y a un minimum de montage, mais je fais pas de coupe, etc. Parce que je ne sais pas monter, donc je ne peux pas y passer de temps. Ça me prend déjà un temps énorme de faire ça, de faire le montage minimal. Je ne suis pas très doué sur le montage, chacun son métier. Je fais ça tout seul, donc voilà, j'essaie de minimiser. Je préfère me focaliser sur le contenu, sur les idées de vidéos, même si en termes de qualité de production, YouTube, c'est pas forcément super. Mais bon, je pense que c'est quand même ok et que c'est intéressant. Je chapitre pour que vous puissiez prendre ce que vous voulez prendre dans la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous pouvez les regarder en vitesse 1,5. Ça fonctionne. Voilà. Et aussi, je fais des efforts pour faire des vidéos plus courtes. Mais là, on fait un test. Tout ce qui est test, ça prend quand même du temps parce que je pose des questions, je lis les réponses, j'explique un peu le contexte autour.
J'essaie de mettre un peu plus d'informations que juste le test en lui-même pour que ce soit intéressant, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop riche finalement comme vidéo, parce qu'il y a les sujets d'agilité dont on parle, il y a l'IA qu'on teste, donc avec le protocole de test, la notation, il y a aussi les informations que je donne sur l'IA, sur la technique intelligence artificielle. Donc, bon, c'est peut-être un peu riche comme vidéo, ou peut-être un peu long à suivre, un petit peu ennuyeux. Ou peut-être que ça vous plaît, je ne sais pas. Mettez des likes et des commentaires, en tout cas, si ça vous plaît. Enfin, non, si ça vous plaît pas, ne mettez pas de like. Alors, réévaluation de la charge de travail. Voilà, donc on en était au point 3. Donc, on va analyser les points suivants. Donc, hop, voilà. Processus d'amélioration continue. Mettre en place un processus pour identifier régulièrement les domaines d'amélioration et mettre en œuvre les changements pour optimiser le workflow. Ok, donc bon, ça, pourquoi pas. Là aussi, c'est pas fondamentalement faux. Tout ce qu'a dit l'IA jusqu'à présent, c'est correct d'une certaine manière. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise de hauteur et que l'IA suppose qu'il y a un problème avec l'équipe qui livre moins. Donc c'est ça le piège. Donc c'est pas très faux, mais pour moi il y a un problème quand même. Objectif clair et mesurable. Établissez des objectifs clairs et mesurables pour l'équipe avec des jalons et des étapes spécifiques à suivre pour atteindre 60 story points par itération. Voilà, donc là, ça part du principe qu'on veut qu'une équipe atteigne 60 story points. Donc là, c'est un peu plus faux. Suivi régulier, feedback, assurez-vous de suivre le progrès, les progrès. Bon, je pense qu'on a déjà assez d'éléments pour noter. Bon, sauf si l'IA à la fin dit « Ah non, je me suis trompé et je retire ce que j'ai dit au point 5 et voici la vraie réponse. » Normalement, je pense qu'on peut se faire une idée de la réponse de Yama 3.3. Alors pour moi, il y a une erreur quand même fondamentale, donc on ne peut pas mettre la moyenne, donc ça sera forcément en dessous de 2,5. Mais c'est pas très faux non plus. Bon, j'ai envie de mettre 2. 2, donc nous avons 2. Ensuite ici 5, c'était très bien, mais très synthétique. Et ici 3, c'était un peu léger, mais pas faux. Donc 3, 5, 2. Donc rétrospective Halloween, 3. Certaines US ne sont jamais réalisées, 5. Donc là, on voit que c'est mieux que Yama, que le petit frère Yama 3.2. Et trop d'objectifs, non. Comparer la vélocité des équipes. Alors apparemment, je me souviens plus exactement, on peut aller voir la vidéo, c'était complètement faux ce que disait Yama 3.2. Et ici, c'est moins faux. Donc on voit que la moyenne générale, en fait, la moyenne générale, c'est la moyenne de... c'est la moyenne des moyennes. C'est comme à l'école. Donc, c'est-à-dire que si on fait 50 use case classic Scrum Master, on va prendre juste la moyenne de classic Scrum Master. C'est une matière. Donc là, on voit que ça fait 3. Donc c'est un peu mieux c'est un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux que Yama 3.2. Même c'est étonnant que ce soit pas beaucoup mieux. Alors pourquoi c'est pas beaucoup mieux? Parce que Yama 3.2 avait eu une bonne note ici, à trop d'objectifs. Et oui, puis ici, ça n'était pas si mal sorti. Donc, il faudrait faire plus de tests sur Yama 3.3. Voilà, donc là, on a les dernières réponses. Qu'est-ce qu'on n'avait pas lu? Donc, 5, c'était bon. Donc, 6, suivi régulier, feedback. Assurez-vous que les progrès de l'équipe et feedback constructif, machin. Bon, très bien. Donc, voilà. C'est mieux. C'est pas beaucoup mieux. S'il faut attendre 15 minutes pour avoir des réponses, c'est pas beaucoup mieux. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux pour tout vous dire. Faudrait certainement faire plus de tests, mais bon, vu le temps que ça prend, je sais pas si on le fera. On le fera certainement dans longtemps. Mais
Mais voilà, donc on refera, pour sûr, on refera plus de tests avec Yama 3.2 parce que là c'est beaucoup moins coûteux, notamment pour faire les conflits. J'ai aussi des nouveaux use cases qui n'ont jamais encore été joués. Alors je sais plus ce que c'est. KPI sur les features. Ok. Il faut faire un refactoring mais le client ne veut pas. Donc c'est des use cases intéressants. Donc plus on aura fait de tests, plus la moyenne aura une valeur pertinente. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.